Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Parlons de livres, notre émission littéraire destinée à encourager la lecture, à vous faire connaître des écrivains et partager leurs œuvres avec vous. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Nous allons donc vous le présenter. Nous allons parler, c'est un roman assez spécial, on va dire une enquête policière, mais pas que. Parce qu'en lisant le livre, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas c'est pas qu'une enquête policière, c'est plus que ça. Souvent, les enquêtes policières, on se dit, oh là là, ça s'arrête au crime, et puis voilà. Non, 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 le livre est très, très complet, un livre très instructif, parce qu'on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres thèmes, il y a d'autres thèmes dans le livre, pas que l'enquête policière. Voilà. Alors, on reçoit donc aujourd'hui Monsieur Denis Costa. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Costa. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, je vous remercie. Et vraiment un grand merci de permettre cet échange intéressant. Ben, c'est un plaisir pour nous. Vous savez, nous sommes une émission de livres. Alors, on fouine un petit peu les livres par-ci, par-là. On lit. Et puis, quand on tombe, c'est vrai qu'on regarde le quatrième de couverture, mais pas que. Parce que souvent, le quatrième de couverture ne fait. On regarde quand même, on voit, et puis en lisant, on s'est dit, c'est très intéressant. Comme je le disais, c'est pas qu'une enquête policière. Mais on va en parler tout à l'heure. Alors, la première chose, Monsieur Costa, c'est de vous demander de vous présenter et dire au public qui est Monsieur Denis Costa. Alors, eh bien, je suis né à Paris, l'année de sortie de la première Fiat 500. Alors, je ne sais pas si en Amérique, on ne connaît pas bien la Fiat 500. En Europe, c'est très connu, c'est en 1957. Voilà, je suis né en 1957. Donc, j'ai suivi une carrière d'officier du service de santé pendant 30 ans. Et puis, j'ai surtout satisfait un projet qui était enfoui en moi depuis longtemps, deux projets, celui d'enseigner et celui d'écrire. Alors, je suis enseignant, j'ai réussi à être enseignant, je fais des remplacements, si vous voulez, dans les écoles de l'agglomération de Toulon, puisque j'habite à Toulon, dans le sud de la France. Donc, je m'occupe surtout d'élèves qui sont porteurs de handicap, comme la dyslexie ou ces handicaps-là. Voilà. Alors, j'habite à Toulon, mais je fais régulièrement des incursions en Italie, puisque mon épouse est italienne et dès qu'on peut, on s'échappe. Voilà. Je suis marié, donc, j'ai 3 enfants et je suis 2 fois papy. Donc, deux petites filles. Super ça, super. Voilà. Ben ouais, super, super. Hein. Le lecteur saura en fait, voilà. Au moins comme ça, en entrant dans l'histoire, on voit qui a écrit l'histoire. Voilà. Alors, nous allons donc aujourd'hui parler de votre livre, c'est ça? Une orange. Tout à fait, c'est mon premier roman. C'est le premier alors. Une orange pour solde de tout compte. Voilà. C'est un titre assez accrocheur parce que c'est ce qui nous a un petit peu. On s'est dit, on a regardé, c'est une enquête policière, une orange pour solde de tout compte. Alors on voit la photo, l'orange sanguine. C'est ça, hein? L'orange sanguine. L'orange italienne. Italienne, sanguine, oui. Sanguinello. C'est sanguinello. C'est ça. On se dit, bon, on va le lire et voir. Et bien, on n'a pas été déçus. Franchement, on n'a pas du tout été déçus. C'est un livre super. Merci. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, là, qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur dites, voilà. De quoi vous parlez dans ce livre? Si vous pouvez donner un avant-goût aux personnes qui nous regardent. Alors, il faut savoir que tous mes écrits ont pour fil rouge de faire connaître au plus grand nombre une région italienne qui est très peu connue des Français en tout cas. C'est la magnifique région autonome du Trentin au Adige, où se mélangent, où coexistent 2 communautés, une communauté italienne et une communauté tyrolienne de langue allemande. Parce qu'il faut savoir que cette région, avant la guerre de 1918, faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Voilà, donc c'est une région que je connais très bien puisque j'y ai habité, j'étais enseignant là-bas dans un lycée, j'ai enseigné le français, et donc que ce soit mes romans policiers ou mon roman historique qui vient de paraître, toutes les histoires se déroulent, se situent à Bolzano, qui est la capitale du Tyrol italien, ou de la région. Voilà. Donc, mon but, c'était vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure très bien,
au-delà de l'histoire policière, c'est de faire connaître une région attachante, intéressante. J'essaie d'être le plus réaliste possible pour montrer l'état d'esprit des gens, de la population qui habite là-bas. Et toute l'enquête, si vous voulez, est vraiment réaliste. J'ai fait ça avec des détails du fonctionnement de la police en Italie, de la région en tout cas. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête, avec des personnages, le commissaire Rizzoli, mais surtout sa femme, parce que son épouse est importante, elle tient une place importante dans le livre, comme dans tous les couples, hein, j'imagine. Et puis, bon, il y a la sympathique équipe du commissaire avec les inspecteurs et avec son chef. Voilà. Donc, vous voyez que parmi le personnel, il y a du personnel, c'est mélangé, c'est mixte, il y a du personnel italophone et il y a du personnel germanophone, comme ça se passe dans cette région, en fait. D'accord, oui. Si, vous avez bien passé, effectivement, dans le récit. C'est comme je vous dis, on a vu roman policier, mais c'est pas que ça. Il y a beaucoup de faits réalistes hein, que vous donnez et vous nous faites un peu l'histoire, parce que là, dans cette région de l'Adige, c'est l'Adige, en Italie, moi j'ai appris, c'est par vous que j'apprends en fait que deux communautés coexistent. Hein. Vous nous faites un cours d'histoire en fait, vous nous faites un cours d'histoire, voilà, communauté latine, romane, voilà, tout ça. Et puis, surtout, ce personnage de Guido, c'est Guido en italien, c'est Guido, Guido, tout à fait. C'est ça, très intéressant, très intéressant. Vous avez parlé justement du personnage de la femme qui joue un rôle très, très important. On a vu comment c'est pas facile et d'être un commissaire. Hein. Vous nous faites un peu, vous nous donnez un petit peu les miroirs de ce qui se passe, comme vous dites. Vous êtes aussi inspiré de la réalité, comment ça fonctionne. Et c'est pas vraiment évident. C'est vraiment un beau scénario, très, très, très bien écrit. Est-ce une histoire vraie ou Non, c'est pas une histoire vraie, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le lecteur pense que c'est une histoire vraie parce que tout le fonctionnement, tout ça, c'est réaliste, si vous voulez. Et puis le héros, le personnage de Guido, c'est pas le super-héros, c'est un homme comme vous et moi, avec ses faiblesses, avec ses qualités, ses défauts. C'est monsieur tout le monde. J'ai pas voulu créer un personnage un Superman, un Superman. C'est ça, vous n'avez pas voulu créer un Superman Non. Non, parce que ça n'existe pas, les Superman. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'ai voulu que tout le monde se reconnaisse un peu en ces personnages qui ont une partie d'ombre, une partie de lumière, comme tout le monde, en fait. Tout à fait. C'est fait. Vraiment, c'est réussi. J'aime beaucoup le personnage de l'inspecteur Colombo. Alors, en lisant ça, on se retrouve un petit peu, on appose un petit peu, on met un peu en parallèle les enquêtes du lieutenant Colombo et celles du commissaire Guido. C'est ça. Tout à fait. Et en plus, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de références musicales, parce que moi, du jour le matin jusqu'au soir, dans ma tête, j'ai des musiques dans ma tête. Et le commissaire Guido Rizzoli aussi, il a toujours ce refrain de musique italienne, ou non d'ailleurs, qui revient dans sa tête. Et voilà, j'ai voulu aussi donner des références musicales, si vous voulez. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, en fait, vous ne cherchez pas un super-héros, vous avez en fait décrit une personne normale, comme quoi un commissaire, avant d'être commissaire, il est avant tout un être humain qui a une famille, qui est un mari, qui est un papa. Voilà. Et c'est ce que vous nous montrez tout au long du livre. Il y a cette enquête, c'est vrai, mais il y a la famille, il faut s'occuper de la famille. On est avant tout un mari, on est avant tout un papa. Il faut réussir à concilier les deux. Et ça, c'est super parce que tout au long du livre, vous nous montrez, effectivement, à travers ce personnage, simplement, voilà un fait réel. Un fait réel. Et surtout aussi, il n'est pas le super-héros, comme vous dites, parce que quand même, dans le personnage, vous nous montrez un petit peu les faiblesses que touche chacun de nous, les faiblesses qui existent en chacun de nous. Parce qu'on se lève un matin, des fois, on n'est pas bien, voilà, on ne veut rien faire, on a l'impression que tout va mal. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve tout au long avec ce personnage, Monsieur Guido, quoi. Il se lève les matins, il fait une enquête, il n'a pas trop envie. À un moment, il a envie de laisser tomber. Voilà. En plus, il se heurte
comme vous l'avez bien souligné, il se heurte des fois, le politique se mêle, vous voyez, le politique se mêle, voilà, son supérieur qui l'utilise pour faire un raid quelque part, un raid, vous savez, quand ils sont allés dans l'hôtel des migrants, le raid, je ne sais pas Tout si à c'est fait. le Tout à mot en fait. français, le raid, une descente, pour faire une descente, c'est ça? Voilà, quand on lui dit, il se Tout rend à fait. compte qu'il s'est fait instrumentaliser. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est réalistique, quoi. C'est vraiment la condition humaine où on est commissaire, mais on reste avant tout quelqu'un de humain. On reste un humain. Même si, Guido, il lui manque, à Guido, il lui manque la confiance en lui, il n'a pas trop confiance, il ne sait pas s'il prend de bonnes décisions, il est susceptible, vous avez vu que quelquefois il est susceptible, il n'aime pas trop que son personnel rigole un peu derrière lui, etc. Et voilà, et puis il a, comme vous avez dit, il a un supérieur hiérarchique qui n'est pas toujours très bienveillant avec très lui, dirons-nous, agréable. et bon, il subit un peu aussi le poids de la hiérarchie. Tout à fait, tout à fait. Et heureusement qu'il y a cette grande dame à ses côtés, voilà, Oui. qui l'aide quand même à surmonter ça et puis ben, tout simplement à exercer son métier comme comme il le peut, quoi, comme il peut. Elle joue un grand rôle, effectivement. Le fait qu'elle soit stable elle-même, hein, une femme stable, Tout à voilà, une fait. femme voilà, qui a la tête sur les épaules et puis voilà, qui l'aide à- alors, le personnage ecclésiastique, le personnage ecclésiastique, comme ça, comment ça vous est venu, le rôle que vous avez donné au prêtre? Alors, sans dévoiler l'histoire, effectivement, il y a l'intervention d'un ecclésiastique. Alors, l'histoire dont j'ai parlé, elle est vraie en partie, puisque il y a eu un ecclésiastique, parce que bon, en tant que militaire, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, notamment en Afrique, et là où j'étais en poste, eh bien, il y a eu cette affaire d'un ecclésiastique italien de la région qui a eu des problèmes avec les autorités. Bon, je ne citerai pas le pays, ça Non, ne sert à non, rien, mais pas, oui. c'est un État où un ancien territoire français où les militaires sont en très grand nombre là-bas et ils font vivre en fait le territoire. Voilà, donc j'ai pris un peu cette histoire qui vient de mon passé professionnel, si vous voulez. Je me suis Parce aussi... qu'à l'époque, j'étais vraiment très surpris de lire sur le journal local que un ecclésiastique que j'ai connu personnellement puisqu'il était venu dans mon bureau, avait terminé comme ça. Enfin, il avait passé quelques jours dans une prison. Bon, les prisons africaines sont très dures en général. Et donc, voilà, quand je l'ai su, je n'étais plus sur le territoire. J'étais rentré en France, mais ça m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est sûr. Autre chose aussi qui apparaît, qui est très instructif et intéressant, tous ces mots que vous nous donnez en italien et en allemand. Vous nous donnez Oui. plein de mots en italien et en allemand. Alors, je me suis marrée parce qu'un mot, on reconnaît un petit peu. Les personnes qui nous regardent vont peut-être reconnaître parce qu'on n'est pas là pour donner des noms, tout ça. Vous parlez du bunga bunga. Oui, bon, c'est la réalité. Hein, voilà, Rizzoli, il a aussi ses opinions politiques, et comme vous l'avez vu, et voilà, le bunga bunga, bon, ben, il est toujours présent et il sort des fois de sa résidence, voilà. Et on le voit toujours à la télévision italienne. Ah oui, quand même, quand même. Et ce que j'ai vraiment, vraiment aimé, pour moi, je ne dirais même pas c'est un roman policier, non, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous abordez beaucoup de thèmes. Il y a effectivement le thème de la politique. Vous avez, c'est marrant, je ne sais pas si je vais retrouver le terme. La page, vous abordez ce terme de la Oui, tout gérontocratie à en fait. politique. Vous voyez, Ah, c'est pas que l'Italie, hein, c'est mondial. C'est mondial. Et encore, on pensait jusqu'à une certaine période, on pensait que c'était l'apanage de l'Afrique, ça. La gérontocratie au pouvoir, on pensait que c'était réservé, vous savez que c'était l'apanage, c'était réservé à l'Afrique. Mais on se rend compte que c'est universel. Vous voyez ce que je veux dire? On se rend compte que c'est universel. Donc, voilà. Et puis, pour l'Europe, oui, je coupe pour l'Europe. Vous savez que l'Europe, on est un continent qui vieillit. Il y a beaucoup de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de naissances. Et donc, forcément, dans la société, bah,
Elle est ce sont vieillissante. les personnes âgées qui dirigent tout. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, l'Afrique, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais bon, est-ce que les personnes âgées veulent laisser la place? Ils ne veulent pas laisser la place. C'est ça. Oui, Ils se collent et puis voilà quoi. Et alors, il y a autre chose aussi. Donc, on a dit, de vous parler de politique, d'immigration. Alors, ce problème avec les migrants, quand vous parlez justement de la descente du personnage principal, donc le commissaire Guido, qui a son avis, hein, qui a son avis personnel sur les migrants. Et alors, ce verbiage anti-migrant-là, c'est vraiment réel, hein, ça existe toujours. ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, bon, en Italie, en ce moment, ils sont submergés par les migrations. Et malheureusement, le pays est laissé un peu à l'abandon par l'Europe, qui devrait prendre à corps ce problème de l'immigration et qui laisse l'Italie, puisqu'elle est en première phase avec l'île de Lampedusa, où débarquent les migrants. Et là, tout récemment, en ce moment, ben, le Premier ministre italien donc est très embêté parce que il s'aperçoit que l'Europe laisse le pays tomber et se débrouiller tout seul. Voilà, donc c'est un problème qui perdure, si vous voulez. Oui, ça fait un moment que ça existe, hein. Mais vous savez que c'est pas que l'Italie, hein. Vous voyez un peu ça se passe partout, un peu partout. Ici aux États-Unis, c'est pareil. C'est pareil. Alors, quoi faire? Que faire? On se demande. On se demande que faire. Parce que, d'autant plus que derrière, vous savez, comme vous l'avez d'ailleurs souligné dans un passage, même pas un passage, ça fait peut-être l'objet d'un paragraphe, plus que derrière ce problème de migrants, il se passe un trafic, mais inimaginable. Un trafic, voilà, ils exploitent, c'est l'exploitation humaine qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Tout à fait. Il y a l'exploitation humaine des enfants aussi. Mais comment ça se fait que ça continue comme ça, en toute impunité? Personne ne fait rien. Les autorités sont quand même informées, ils le savent, mais comment ça se fait? On se demande. Je n'ai pas de réponse toute faite. Le problème des mineurs est très important, même en France, puisqu'il y a beaucoup de mineurs immigrants en France. La justice de chaque pays ne veut pas intervenir parce que tout simplement, la justice est très lente en France, en Italie. Lorsque vous avez quelqu'un qui est pris, bon, comme par exemple les passeurs, hein, le temps qu'ils soient sanctionnés, jugés, il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que la justice est trop lente. Et donc les autorités disent on ne va pas perdre de temps avec ça, on va les laisser partir. Et puis tant pis si certains ont, par exemple, ont abusé sexuellement d'enfants. Tant pis, on les laisse quand même partir. Parce que la justice est beaucoup trop lente dans nos pays européens. Partout, ici aussi, hein, c'est pareil. Mais bon, ils les laissent partir mais il devrait y avoir des raids tout le temps. Je ne sais pas, dans ces ports où ils débarquent, où on leur donne des hôtels ou des endroits où ils restent avec des enfants. Mais tous les jours, que Dieu fait, des gosses sont abusés dans des endroits où on les laisse là. Soit disant qu'on leur donne des abris et tout ça, mais c'est l'anarchie totale là-dedans parce que tous les jours, les enfants sont abusés. C'est le même problème, on en parle ici avec la frontière au Mexique, en disant on leur construit des endroits où on les met, mais les enfants se retrouvent peut-être seuls, sans parents, on ne sait pas. Mais là-dedans, il y a toujours ces mafieux-là qui gèrent ces réseaux de migrants et tout. De passeurs, oui. Mais bon, on en parle. C'est dramatique et insupportable, mais bon, en tant que citoyen, je n'ai pas de réponse. C'est ce que j'ai dit. Voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'en parler, quoi. C'est d'en parler. C'est vrai qu'on n'a pas de réponse. Franchement, on en parle, nous sommes impuissants face à ça. Mais bon, c'est vraiment dommage.
Alors, il y a un mot que j'ai vu, bamboula et nyakwe. Ça m'a amusé parce que ça me dit quelque chose. Bamboula, et puis vous avez dit bamboula, ngolo, ngolo, et nyakwe. Nyakwe. Vous pouvez nous expliquer un petit Alors, peu? oui, Bamboula et nyakwe. ça, c'est des termes utilisés couramment en France. Bon, en Italie, il y a une autre, comment dire, une autre traduction, mais bon, moi j'ai fait la traduction française. Les Nyakwe, c'était les personnes de l'Asie du Sud-Est, puisque la France avait des colonies au Vietnam, enfin ça s'appelait pas le Vietnam, hein, les Blancs hein, qui ont colonisé ce pays-là appelaient les Asiatiques les Nyakwe de façon un peu péjorative. Mais moi, je ne le dis pas de façon péjorative, hein, mais voilà, c'était un terme qui était employé surtout à l'époque de la colonisation. Oui. J'ai percuté là-dessus parce que comme quoi les choses deviennent universelles. C'est le langage, tout ça. Parce qu'en Afrique aussi, il y a certaines régions d'Afrique qui l'utilisent, qui disent bamboula, quelque chose, et puis nyakwe. Nyakwe, comme vous dites, c'est quelque chose de péjoratif. Quand ils disent, oh là là, ce nyakwe, voilà, c'est quelque chose de péjoratif. Alors, j'étais étonnée de retrouver ça là-dedans. Je me suis dit, ah, je pensais que vous étiez peut-être, vous avez fait un tour en Afrique ou tout, mais vous dites c'est l'Asie du Sud-Est, c'est ça? Ils utilisent aussi. Tout à fait. Le langage est universel, vous voyez, c'est vraiment. Alors, il faut dire que, par exemple, les Italiens qui émigraient en France, ils étaient appelés les Rital, qui était à l'époque un terme péjoratif, mais finalement, avec le temps, le caractère péjoratif s'estompe petit à petit, vous comprenez. Et bon, pareil pour Niakwe ou Bandoula, au début, c'était vraiment très péjoratif, mais dans le temps, tout dépend comment c'est utilisé et par qui, surtout, ces termes sont utilisés. Vous voyez, c'est très important, ça. Mhm, mhm. En tout cas, c'est vraiment, c'est un super récit avec plein de rebondissements. Et surtout, le récit, comme je dis, vous nous apprenez tellement de choses. La cuisine italienne, vous nous donnez des plats, les montagnes, enfin, lui, les montagnes, le paysage, vous parlez du paysage de cette région, vous voyez, la région et la récolte. Donc, en fait, c'est dans la Dige, on dit la Dige, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça le nom de Oui, la c'est région. le fleuve. Oui. Alors, ils sont donc spécialisés dans la culture des pommes. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'opposition entre les pommes qui sont omniprésents en Ouadige, avec l'orange, qui est un fruit, mais qui n'est pas du tout évidemment produit en Ouadige. Et j'ai voulu faire cette confrontation entre les pommes et l'orange, en fait. Super, c'est vraiment bien fait. C'est bien fait. Alors, maintenant, au moment où l'on parle, enfin, il est nouveau votre livre. Quelle est la relation, normalement, la vraie relation entre, ou quelle différence? Vous allez vraiment nous éclairer parce que je lisais le livre, tel se réclame tyrolien, l'autre se réclame milanais, l'autre se réclame palermitain. Voilà, quelle différence entre un milanais, un palermitain, un tyrolien? J'ai même vu qu'il y avait la Vénétie. Vénétie, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la différence? Un Milanais qui est fier d'être Alors, Milanais, hein, il dit qu'il n'est pas palermitain, tout ça. il faut savoir que l'Italie est un pays très jeune, puisque l'unité italienne s'est faite autour des années 1870, contrairement à la France, qui est un vieux pays avec une monarchie qui a, pendant le Moyen Âge, qui a fondé le pays de la France. Et donc, en Italie, les régions sont très importantes. Par exemple, un Sicilien, il va se sentir d'abord sicilien avant de se sentir italien, par exemple. Un Milanais, il va être fier d'être milanais et il va avoir aussi une petite confrontation avec d'autres régions. Vous voyez, c'est un pays où les gens sont ancrés plus dans une région que dans un pays. Et donc, le palermitain, lui, il est du sud, et il y a quand même en Italie une différence la façon de penser entre les gens du nord et du sud sont quand même relativement différentes. Même le parler est différent, puisque, par exemple, les gens du nord, ils parlent avec le passé composé, alors que les gens du sud, ils parlent avec le passé simple, par exemple. Et puis, les accents sont très, très différents.
entre une région et une autre région. Il y a des dialectes aussi, les gens parlent le dialecte. Et même la nourriture est complètement différente. Au nord de l'Italie, vous faites la cuisine avec du beurre, alors qu'au sud de l'Italie, on fait la cuisine avec de l'huile d'olive, par exemple. L'Italie est un pays très riche et très, très diversifié. Ah ouais, intéressant, intéressant. Alors, le tyrolien, il se place où là alors? Le tyrolien, il se sent plus allemand que italien. Donc, des fois, il y a, la coexistence n'est pas toujours sereine entre les italophones et les germanophones, surtout que les germanophones, ils ont été colonisés, entre guillemets, après 1918 par l'Italie, et ils se sentent plus proches d'un Allemand ou d'un Autrichien que d'un Italien. Parce qu'il a la culture tyrolienne, à la maison, il parle allemand. Et les écoles, elles sont différentes. Les écoles, il y a des écoles pour les Allemands, les écoles pour les Italiens là-bas. Ils se retrouvent ensemble qu'au niveau du lycée. Mais normalement, il y a des écoles réservées aux Italiens, les écoles réservées aux Allemands. Donc, ils n'ont pas, si vous voulez, même le même programme et même l'histoire. L'histoire qu'ils apprennent, c'est pas la même. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le contexte français où on dit que l'école, c'est le creuset de la République et on apprend une seule histoire. Non, en Italie, en tout cas dans le Haut Adige, c'est complètement différent. Donc, il n'y a pas d'assimilation. Il n'y a pas d'assimilation, c'est vraiment deux communautés qui coexistent et qui coexistent relativement bien. Hein. Il n'y a pas de gros problèmes, mais les uns sont italiens et les autres sont tyroliens. Et ils le revendiquent, bien sûr. Ouais, c'est ce que je vois tout au long du livre. Mais c'est super, franchement, j'ai vraiment appris quelque chose. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une communauté germanophone en Italie. Franchement, grâce à vous, merci. Hein, et raison pour laquelle je dis aux lecteurs, lectrices que le livre, ça vaut vraiment le coup de le lire. Il y a tellement d'informations, on ne peut pas parler de tout, mais il y a plein de choses vraiment à découvrir là-dedans. Et c'est tellement bien écrit, c'est tout simple. C'est écrit simplement et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ça. Alors, il y a autre chose, je ne sais pas, en écrivant ce livre, voilà, le message, effectivement, vous avez dit que vous voulez faire passer, c'était faire connaître cette région de l'Italie. C'est ça. Ben, le message est passé. Franchement, le message, parce que j'ai découvert, je vois, la Ligue, qu'est-ce que c'est? La Dige, qu'est-ce que c'est et tout. Le message est passé. Super. Donc, la dernière question, vous voyez, ça passe vite finalement. La dernière question, Monsieur Costa, on constate que les gens lisent de moins en moins. Les gens vraiment lisent de moins en moins, surtout la jeunesse qui arrive. Hein. Est-ce que vous avez un conseil? Qu'est-ce que proposeriez-vous à ces jeunes ou même à certains adultes pour les inciter à lire davantage? Je blague malheureusement pour les adultes, c'est un peu tard. L'apprentissage de la lecture, elle doit se faire à la maison, lorsque, au niveau des bébés même, il faut les enfants, dès la prime enfance, par exemple, les parents devraient lire chaque soir une histoire à ses enfants pour que l'enfant s'intéresse plus tard à la lecture et s'ouvre par la lecture. C'est surtout dès l'enfance et au sein des familles que la lecture doit s'intensifier. Et à ce niveau-là, moi, je fais mon mea culpa. Je fais mon mea culpa parce que j'ai 3 enfants et mes 3 enfants n'aiment pas lire. Et pourquoi ils n'aiment pas lire? Parce que je n'ai pas moi-même fait l'effort, quand j'étais plus jeune papa, de leur lire une page le soir avant de s'endormir. C'est un de mes plus grands regrets. C'est ça. Donc il faut éveiller l'esprit des enfants dès l'enfance. Et puis maintenant, je suis enseignant, donc j'enseigne pour les petits qui sont en primaire. Et nous, tous les enseignants de primaire essayent d'intéresser les enfants par la lecture. C'est-à-dire qu'on leur donne, par exemple, une fois par semaine, ils ont une demi-heure pour lire dans le silence, dans le cadre de la classe. Ils lisent un livre, le livre qu'ils ont choisi, bien sûr. Il ne faut pas leur imposer une lecture, en tout cas quand ils sont petits comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut inciter à lire davantage. Maintenant, pour les adultes, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. Tout à fait.
Quoique, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Ceux qui nous regardent, il n'est jamais trop tard de vous remettre, de vous mettre à la lecture. Un livre vous intéresse, commencez par quelque chose de plus facile, des petits livres de poche, tout ça, ça sert quoi, des petits livres de poche, commencez et puis voilà. Alors, Monsieur Costa, en dehors de ce livre, vous avez d'autres livres, je suppose. Vous avez dit celui-là est votre premier, c'est que vous avez un deuxième. Alors, pour vous, j'ai la suite, parce qu'il y a une deuxième enquête du commissaire Rizzoli. Super. Donc, c'est sa deuxième enquête, qui est une suite du premier, qui s'appelle Deux gosses dans la nuit sur une trottinette. Alors, autant le premier Rizzoli se passe au printemps, celui-là, il se passe pendant les fêtes de Noël. Donc, c'est vraiment l'époque où il faut le lire. Ben, super alors. Et voilà même une idée de cadeau de Noël. Le deuxième livre de Monsieur Denis Costa, c'est Deux gosses dans la nuit. Sur une trottinette. Deux gosses dans la nuit sur une trottinette. Voilà, c'est le deuxième livre de Monsieur Costa. C'est plus ou moins la suite du premier. Une orange pour solde de tout compte. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, vous avez des idées de cadeaux de Noël qui tombent à pic. Ce deuxième livre, voilà, ça tombe vraiment à pic. Et je vous dis, c'est super, super intéressant. On ne se limite pas aux enquêtes encore, on le dit. Il y a plusieurs informations là-dedans. Moi, j'ai appris qu'il y avait une communauté germanophone en Italie. Je ne le savais pas grâce au livre de Monsieur Costa. Je l'ai appris. Donc, il y a plusieurs informations comme ça dans le livre, voilà, qui vont intéresser plus d'un. Je vous le conseille. La lecture est facile. Il se lit très, très vite. Il est super bien écrit, très simple. Voilà, pas de choses compliquées. Et surtout, c'est marrant. C'est marrant, on se marre aussi. Et en plus, il y a plein de mots qu'on apprend, aussi bien italien que sud-asiatique ou même africain. Vous allez voir des mots qui se retrouvent. Moi, j'ai retrouvé Nyakwe, Bamboula. C'est vraiment des mots qui se retrouvent. Et les thèmes sont variés. Donc, on parle de migrants, il y a politique, il y a la foi. Voilà, il y a la foi aussi, on parle de la religion, la foi chrétienne, tout ça. Et puis, des spécialités de la région de l'Adige en Italie. Donc, ça vaut le coup, mesdames et messieurs, c'est à découvrir. On remercie vraiment monsieur Costa. Un grand merci à vous, monsieur Costa. Vous avez un troisième livre, si vous voulez bien. Oui. C'est un troisième livre qui vient de paraître, qui est un livre historique sur la même région, qui s'appelle Haustauer, qui est la maison des Tauler en allemand. D'accord. Voilà, c'est l'histoire, en fait. Ça vous explique le pourquoi de la coexistence entre les germanophones et les italophones. Donc ça, c'est un livre historique, si vous voulez, qui vient juste de paraître chez le même éditeur et que j'ai eu beaucoup de comment dire d'intérêt, de joie, de bonheur à écrire. C'est la synthèse d'une famille, si vous voulez, qui a été expulsée de sa terre natale à cause de la guerre, des deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale. Oh, d'accord, très intéressant. Mais ouais, je crois qu'on va s'intéresser. On pourra peut-être faire un échange à nouveau sur celui-là. Hein. Parce que c'est un livre historique. Je vais vous envoyer. Vous me donnez votre adresse, je vous envoie ces deux livres. D'accord, super. On va le faire. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Un grand merci à vous. On va vous envoyer l'adresse. Ça, c'est super. Voilà. Encore, mesdames, messieurs, on a bien écouté monsieur Denis Costa. On a eu un super échange. On vous remercie de nous avoir suivis. Monsieur Costa, un grand merci à vous. Et puis, on se dit à très prochainement. Mesdames, messieurs, donc on vient de suivre l'intervention de monsieur Denis Costa, une intervention vraiment très instructive. Il nous explique donc en Tyrol du Sud, il y a deux communautés qui coexistent, donc les Italiens et les Allemands. Voilà, ça vient de la communauté, en fait c'est un héritage latin et romain, voilà, latin-romain. Vous voyez, donc ces deux communautés coexistent en harmonie. Voilà, dans le Tyrol du Sud. C'est la région de l'Adige, il dit. C'est très intéressant, vous voyez. Donc ça nous enlève les images. On a souvent sur l'assimilation, qu'il faut aller quelque part, il faut s'assimiler pour que tout soit bien dans le meilleur des mondes.
Vous voyez? Donc, on attend vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'assimilation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut vraiment s'assimiler pour que tout aille bien dans un pays ou je ne sais pas? Est-ce qu'il faut s'assimiler? Dites-nous ce que vous en pensez. Ou si vous connaissez d'autres exemples où effectivement deux communautés cohabitent, mais que tout se passe bien, dans le respect mutuel. Chacun garde sa culture, mais on cohabite. Voilà. Donnez-nous, si vous avez des exemples, dites-le nous dans les commentaires ou dites-nous tout simplement ce que vous pensez de l'assimilation. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et puis on se dit à très bientôt.